Un après-midi d'été, un passeur d'histoire. Angers. Partir en voyage, c'était pour s'affranchir des contraintes qu'on avait et qui sont parfois pesantes au quotidien, qui se répètent, où les semaines s'enchaînent sans forcément distinguer d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, le temps qui passe. Et donc ce voyage, c'était pouvoir se libérer de tout ça et gagner du temps pour nous, prendre le temps de faire ce qu'on avait envie de faire, aller découvrir les territoires et les gens à notre rythme et respecter aussi nos besoins et le rythme de la nature. Du lever du soleil, du coucher du soleil, c'était tout ça. Et en fait, petit à petit, cette routine-là, finalement, elle est revenue à nous sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Mais elle est revenue à nous dans notre voyage, par la répétition des besoins essentiels de vie et puis la répétition de la roue qui doit tourner pour avancer le vélo. Mais c'est une routine avec l'impression d'avoir plus rempli la journée de choses à voir différentes qu'en temps normal. Et il est vrai que 3 mois de pédalage en Europe, finalement, ça représentait comme une année pour nous. Parce que les choses sont différentes, les paysages changent au fur et à mesure. Et donc la routine qui, moi, au début, en France, m'a paru étouffante et presque décevante, finalement, elle s'est éloignée petit à petit face à l'inconnu. Nuit humide. Douleur dentaire. Café réconfort. On avait prévu de faire 50 km par jour, d'où l'idée de mettre un compteur sur mon vélo. Et moi, en fait, je me suis rapidement mis un stress par rapport à ce compteur, si les étapes n'étaient pas de 50 km ou si notre allure moyenne n'était pas assez élevée. Tout simplement parce qu'on visitait, on s'arrêtait pour prendre des photos, des choses comme ça. Et jusqu'au jour où j'ai décidé de l'enlever le compteur au moins du guidon pour le mettre dans la sacoche et de plus avoir cet écran sous les yeux. J'avais pas spécialement envie d'aller à l'autre bout du monde en vélo parce que je pensais que la marche à pied, ça allait nous permettre d'aller un peu plus loin dans des coins où on n'aurait pas pu aller à vélo ou en bus ou en voiture. Et l'idée de la marche à pied, c'était aussi
l'idée d'avancer doucement, comme un escargot avec sa coquille. Moi, je me voyais pas en fait marcher avec un sac à dos. Mon idée avec le vélo, c'était d'embarquer plus de matériel avec nous et en étant libre d'aller où on veut et en allant quand même aussi doucement, parce que c'est quand même un rythme lent. Voilà, pour être plus autonome et sans avoir à porter sur le dos nos bagages. 13 octobre 2017, Allemagne. Je me suis retrouvée face à moi-même tout à l'heure. Mon ombre était là, devant moi, me montrant ma large monture et me mettant face au choix que j'ai fait d'être voyageuse le temps d'une année. Je ne pense pas avoir la capacité d'être plus qu'une année en itinérance. Je ressens le besoin de me poser, de poser mes valises pour me sentir un peu chez moi quelque part. Le travail, ou peut-être le sentiment du devoir accompli, me manque. J'ai comme un vide de réalisation, même si je suis très heureuse de ce voyage qui est un accomplissement en soi. Ce vide est peut-être une étape pour se sentir pleinement voyageuse. Moi, ce voyage, c'est pour découvrir les gens, tout simplement, d'ailleurs. Enfin, de rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres visages. Moi, je lisais les magazines de voyage et quand je voyais les destinations, ça me donnait envie. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas aussi, ça peut être vraiment bien de découvrir d'autres endroits que chez nous. Ce voyage, ça remonte à bien longtemps, quand j'étais petite, et que dans la chambre, j'avais un globe. Et donc, de temps en temps, comme ça m'arrivait de le tourner à fond les ballons. Et je fermais les yeux, et puis voilà, à un moment donné, mon doigt s'arrêtait sur un endroit que j'aurais eu envie de découvrir. On n'est tellement pas longtemps sur Terre que je me dis c'est peut-être un peu dommage de passer son temps au même endroit et pouvoir aller un peu voir ailleurs ce qui se passe. Je pense que ça permet d'ouvrir aussi les horizons et de penser la vie différemment peut-être. Cycliste pressé, bretzel à la volée. « 2 novembre 2017, Hongrie. Nous venons en une dizaine de jours à vélo de traverser 3 capitales européennes. Vienne, Bratislava, puis Budapest. C'est tout de même assez surprenant. Une vraie chance, ce voyage. Et je pense que je n'en mesure pas la portée. Certains jours, je me laisse emporter par des sentiments d'insatisfaction, des envies de solitude, alors que l'on vit tous les deux un moment unique, l'accomplissement d'un rêve. Deux frontières traversées en si peu de temps, semblables aux précédentes. Sans garde-frontière, sans barrière, sans drapeau. À peine un panneau ou une borne nous indiquant notre changement de pays. Il est bon de voir qu'à certains endroits de la planète, nous pouvons encore voyager et avancer comme on le souhaite, sans avoir à montrer patte blanche ou à prouver sa nationalité par un bout de papier. Décor de chasse. Accueil chaleureux. Lendemain chancelant. L'itinéraire s'est construit en effet en fonction des saisons.
On a voulu au maximum ne pas avoir d'hiver. On en a eu un tout petit aperçu en Serbie pendant peut-être une semaine. Une semaine de temps vraiment froid. Nous, on voulait vivre une année plutôt sous le soleil et à des températures agréables. C'est pour ça qu'on a découpé l'année en 3 parties. Une partie d'Europe vers l'Est, une partie d'Asie et puis un retour en Europe. Donc, l'itinéraire, c'était aussi l'idée de se faciliter la mise en jambe physique pour ce démarrage du voyage en vélo, comme nous n'avions pas spécialement beaucoup d'entraînement. On a suivi une piste cyclable, l'Eurovélo 6, qui nous a menés de l'Atlantique jusqu'à la mer Noire, qui devait nous mener jusqu'à la mer Noire. Je me suis aperçu aussi que dans mes bagages, j'ai amené des peurs. Peur du voyage en lui-même, peur de l'inconnu, peur de ce qui pouvait nous arriver sur la route, peur qu'il y ait des gens qui s'en prennent à nous. Le soir en bivouac, c'était pas toujours évident non plus de m'endormir, parce que dès qu'il y avait un bruit, ça me faisait un peu sursauter, je me demandais ce que ça pouvait être. Les peurs déjà d'avance aussi que l'on embarque avec soi. La peur entraînant le doute d'arriver jusqu'au bout, le doute de ses capacités. La crainte du retour aussi, de cet ensemble de peurs qui était encombrant. Pas que pour moi d'ailleurs, même encombrant pour Émilie aussi certainement. Par moments, j'ai l'impression d'être dans un brouillard de pensée plutôt que d'être sur le vélo à profiter des choses qu'il y avait autour de moi. Mains glacées, cœur et âme réchauffée. Blechanowski bachshia oi daglida la da jan gagomedashe duglida la da shen mi khar chemamze oi daglida la da jan gagomedashe duglida la da shen mi khar chemamze oi daglida la da jan gagomedashe duglida la da shen mi khar chemamze. 18 novembre 2017. Passage de frontière entre la Hongrie et la Serbie. Une fin d'après-midi, non loin du Danube, des militaires armés tous les 100 mètres. Des voitures de police en patrouille, notre première frontière clairement visible.
Nous sommes en Serbie. Une émotion forte s'est emparée de nous. Atmosphère glaciale. Le sentiment d'être en trop dans ce décor de guerre. Nous ne comprenons pas ce que nous avons vu. « 24 novembre 2017. À Belgrade, en Serbie. Petit moment, toute seule. Cela fait maintenant presque 4 mois que ce n'était pas arrivé. On oublie ce que cela peut faire et le plaisir simple de se retrouver, de prendre un temps pour soi, face à soi-même, dans un voyage vécu à deux, 24 heures sur 24. Il est vrai que parfois, sur le vélo, on peut se retrouver seul face à ses pensées, à ses questions, à ses envies, à ses manques. Mais l'autre n'est jamais bien loin en réalité. Ici, dans ce parc de la citadelle, de nombreux Serbes se promènent, rigolent, jouent aux échecs, au football, lisent, discutent. Les discussions longues me manquent. J'aimerais ici pouvoir échanger sur le pays, son histoire, sa politique, sur la vie. Mais c'est très difficile. En serbe, n'en parlons pas, et en anglais, des mots me manquent. Je me rappelle des échanges avec Marcus en Allemagne, pendant ces 2 ou 3 jours à Tuttlingen. J'avais apprécié échanger sur ces différents aspects qui font notre culture, et qui influent sur l'identité de chacun propre à son lieu de naissance, à son histoire, à son éducation. 28 novembre 2017. Belgrade, Serbie, à l'aéroport. Arrivé à 9h50, ce n'est qu'à 12h15 que les vélos sont prêts et tout enrubannés. Le dernier appel pour l'enregistrement est déjà donné. Nous approchons des guichets. L'hôtesse est bien surprise de nous voir arriver, elle qui pensait avoir fini sa journée. Nous n'avons donc pas vraiment le droit au sourire. Sur la balance, c'est un peu le drame. Les vélos dépassent le poids, l'hôtesse est au téléphone et nous dit que ça ne passe pas. Un regard. Grégory essaie discrètement de les soulever et voilà l'affichage qui change. 23 kg 300. C'est gagné. Nos vélos sont étiquetés et embarqués. Décollage. 12h55. Ladies and gentlemen, please be advised that all mobile telephone units on board must be turned off, as it will interfere with the navigation and control systems of the aircraft. Thank you. Ça y est, nous sommes arrivés en Asie, à Hanoï. C'est un changement radical pour nous. La densité de population, le climat, les bruits, les odeurs, c'est une vraie fourmilière, tout nous change.
Et puis, nous trouvons que les relations avec les Vietnamiens sont faussées à cause du tourisme et de l'argent. Nous avons un gros coup de blues et les proches nous manquent. Surveillance partisane. Appel téléphonique. Hébergement écourté. La veille de traverser la baie d'Along, nous décidons de camper face à la mer. Et là, en plein milieu de la nuit, la marée nous surprend et nous fait décamper. Le lendemain, nous décidons de prendre le ferry des locaux plutôt que les bateaux touristiques. Et par la lenteur de la traversée, je prends conscience du chemin qu'on a parcouru pour arriver jusque-là. Et ce rêve, pour moi, de voir la baie d'Along se réalise et m'émeut jusqu'aux larmes. On décide de reprendre les vélos pour rejoindre Can Loc, dans le centre du Vietnam. Et là, on se fait à peu près 50 km par jour. Et donc, nous rencontrons une vraie difficulté le soir pour camper, chose qui n'arrivait pas du tout en Europe. C'est par la densité de population, en fait. Soit c'est cultivé, ou soit c'est habité. Il n'y a pas de terrain nu, il y a toujours quelque chose, soit en habitation, soit en culture. Nous n'allons pas toquer chez les gens pour qu'ils nous accueillent. Et un soir, en fait, il nous est arrivé qu'on a campé près d'un petit ruisseau et en fait, il s'est avéré qu'on pouvait pas, on nous a délogés parce que les gens avaient peur qu'on se fasse voler ou tuer, en fait. Donc on a repris la route de nuit. On a pris un peu peur parce qu'on n'arrivait pas du tout à se comprendre. Déjà, la langue n'étant pas commune, c'était un peu compliqué. En fait, on décide d'arrêter le camping pour un petit temps et de partir loger dans des guest houses, donc plutôt chez l'habitant. Mais ça ne dure qu'un temps parce qu'il faut quand même faire attention aux finances. Et donc, on décide de reprendre le campement dans des endroits plus faciles, en fait. Donc, on va vers les écoles. Et là, on toque aux portes des écoles. Et comme là, dans les écoles, il y a toujours des profs d'anglais, et ben c'est plus facile pour se faire comprendre. On n'a pas essuyé de refus, ce qui nous permettait après de discuter avec les professeurs et de communiquer avec eux. Donc là, on reprend confiance en nous, on apprécie le voyage là-bas en Asie qui nous dépaysait pas mal au début. À force de parler avec eux, on comprend que cette non-envie de nous voir s'installer dans la nature ou dans leur champ, c'est parce qu'en fait, ils ont peur qu'il nous arrive quelque chose, donc c'est vraiment pour nous protéger en fait. Nous arrivons à une des étapes de notre voyage. Nous sommes attendus par l'association franco-vietnamienne Pont de Lumière, née de l'amitié entre Claude Boissé et Agne. Cette association a pour but d'aider à la scolarisation des enfants et d'aider également les familles les plus démunies à pouvoir vivre décemment. Nous sommes dans la région centre de Vietnam et le district de Can Loc est une région assez pauvre. Et ces quelques jours ont dû être écourtés assez vite, hélas, pour une raison de visa. Nous aurions vraiment aimé rester un peu plus longtemps car nous avons été particulièrement touchés par l'accueil de ces personnes et par les visites rendues aux familles. Donc nous reprenons les vélos, un peu déçus mais forcés pour essayer de rejoindre le plus vite possible Hue. Donc à ce moment-là, on fait une centaine de kilomètres par jour. Donc un peu difficile, le soir on est bien rincé, mais on prend quand même le temps de se poser, de déjeuner et en fait les gens viennent à nous et on passe de bons moments quand même. Après les 4 jours de route, on arrive à Hue.
Et là, l'immigration, ils nous disent que ben non, c'est pas possible, ou alors faudrait payer assez cher une agence de voyage pour nous délivrer 15 jours de plus. Donc ça nous intéressait pas de rester juste 15 jours pour le prix demandé. C'est la période de Noël, donc on décide de rester quelques jours à Hué avant de reprendre les vélos et de passer la frontière. Au fil des promenades dans les rues d'Hué, on tombe sur une église et nous sommes le 24 décembre et nous décidons de passer la veillée de Noël dans cette église. Mais c'était vraiment un très beau moment, même si on ne comprenait pas, on n'a pas compris la messe. On en a profité pour visiter la cité impériale. Hué, c'était l'ancienne capitale impériale. Et après, il nous a fallu reprendre nos vélos. Il nous restait plus que 4 jours de route pour rejoindre la frontière du Vietnam et du Laos. École accueillante, rituel du thé, rire intimidé, rire étonné. Après quelques jours passés au Laos, on se rend compte d'un changement par rapport au rapport qu'on peut avoir avec les gens. Les adultes semblent assez distants par rapport à nous, ne viennent pas forcément à notre rencontre, tandis que les enfants, eux, sont même poussés par les adultes pour nous faire des saluts, venir nous taper dans la main ou faire des photos même. On se rend compte aussi que les Laotiens vivent tout dehors, soit dans les travaux agricoles, dans les rizières, ou à s'occuper de leurs enfants aussi à l'extérieur, à cuisiner à l'extérieur, à se détendre aussi. On a aussi pu voir des femmes occupées à tisser. L'intégralité des activités se fait à l'extérieur, y compris même ce qui concerne la toilette intime. Les femmes, les enfants se retrouvent à faire leur toilette dans les ruisseaux ou au seul robinet du village.
Ça nous a bien fatigués aussi physiquement parce que les routes étaient vraiment en mauvais état, soit en cours de construction, donc on roulait dans la poussière, soit elles étaient faites mais avec les routes défoncées quoi, parce qu'il y avait des trous partout. Donc ça nous a bien fatigués physiquement. Et les seules routes qui étaient en bon état, en fait, elles étaient faites par les entreprises chinoises qui faisaient des barrages sur les grands cours d'eau. Et là, on avait en contrepartie des belles routes pour rouler. Mais sinon, on a été souvent sur des routes en mauvais état. Voulant éviter les grands axes, on s'est retrouvé par 2 fois sur vraiment des toutes petites routes où il a fallu qu'on fasse demi-tour. Même si les gens nous avaient prévenus qu'on n'allait pas pouvoir y arriver, on s'est montré un petit peu têtu, on a voulu essayer jusqu'au bout et il a fallu faire demi-tour par 2 fois. Le Laos a été vraiment une épreuve physique pour nous, du fait des routes, mais aussi du fait de la présence nombreuse des montagnes. On a voulu aller à la découverte de ces montagnes. On savait de toute façon qu'on allait être confronté à ça. Donc c'était un col par jour, avec des belles altitudes à grimper à chaque fois et à redescendre quasiment entièrement. Mais le spectacle était tellement fantastique au cours de la montée, au cours de la descente et une fois arrivé là-haut, que du coup ça nous encourageait à continuer. Chaque col avait son paysage différent. On s'est retrouvé soit en forêt tropicale, un autre col c'était une pinède. Le col suivant on se retrouvait un peu comme en Auvergne. En fait, c'est beaucoup de vallons comme ça, comme en Auvergne. Donc voilà, chaque col avait sa particularité. Et c'est vrai que ça nous motivait grandement pour pouvoir rouler jusqu'en Thaïlande. On arrive sur des gros axes routiers, avec beaucoup de circulation. On se fait très souvent doubler, parfois klaxonner pour encouragement et d'autres fois c'est pas vraiment de l'encouragement. Ça nous change beaucoup des décors très ruraux qu'on avait au Laos dans les montagnes très peu peuplées. Là, on traverse le nord-est de la Thaïlande, donc c'est vraiment la région la plus peuplée de Thaïlande. On découvre là le côté très industrialisé. En Thaïlande, ils sont moins surpris aussi de voir des Européens voyager, puisque c'est un pays très touristique où les Européens viennent beaucoup, donc ils sont beaucoup moins surpris de nous voir, de voir notre équipage. Mais au bout de quelques jours de route, on est vraiment très fatigué du Laos, donc on décide de s'arrêter dans une guest house. C'est un peu toujours Grégory qui décide des arrêts pendant le voyage. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à toujours lui dire non, on s'arrête pas, de toute façon on est là pour voyager et pour avancer. J'ai toujours un moment où je grogne un petit peu après lui en lui disant mais non, ça va là, on est bien, on profite et tout, on avance. Et là, j'avoue que pour cette fois-ci, on était bien fatigués tous les deux, donc le repos était le bienvenu et l'arrêt aussi. Moi, je me sentais bien fatigué du Laos, mais en même temps, je commençais aussi, moi, de mon côté, à lâcher prise aussi. C'est vraiment à partir de la Thaïlande que j'ai commencé à apprécier encore plus le voyage. Et c'est ça aussi, l'arrêt nous a fait aussi nous poser pour voir un petit peu la suite du voyage. Parce qu'on voyait bien que financièrement, ça commençait... Enfin voilà, on se demandait si on allait pouvoir tenir toute l'année. Pour se situer, on est au mois de février, début février. Donc en fait, ça fait 6 mois qu'on est parti. On est à la moitié de l'année qu'on s'était donné à vivre. Enfin, moi, je suis dans une optique où je suis heureuse de pouvoir vivre ce voyage, toujours comme le début. Mais je suis aussi dans une optique de me dire, si financièrement, c'est pas jouable et si on peut pas tenir un an, finalement, c'est pas si grave que ça parce qu'on a déjà vécu plein de choses et on a déjà découvert des lieux et des cultures qu'on ne connaissait pas avant et qu'on ne soupçonnait pas, je pense aussi. L'idée de rentrer peut-être plus tôt en France et de finir le voyage de manière différente, par des expériences peut-être différentes aussi en France, c'était potentiellement acceptable.
Une de nos envies en traversant la Thaïlande, c'était d'aller dans le parc de Khao-Ai, en fait, au centre de la Thaïlande, juste au-dessus de Bangkok. C'est un parc national protégé depuis de longues années. Une fois arrivé là-bas, il y a des espaces réservés au campement, donc on s'était dit qu'on allait passer 3-4 jours là-bas. Et donc au lieu de rester 3 jours, nous sommes restés 6 jours. On a doublé le temps dans la forêt. Et au bout de ces 6 jours, nous sommes repartis pour retrouver la civilisation, on peut dire ça comme ça, et retrouver une autre jungle, urbaine cette fois-ci, avec Bangkok. Bangkok et son agglomération, ça fait 19 millions d'habitants, donc on s'est retrouvé là aussi tout petit dans cette fourmilière de monde et dans cette ville gigantesque dont on n'a pas l'habitude ici. Au détour d'une allée, Papy Dodo, Mamie Fourneau. Passage de frontière. Face aux tentatives de corruption non dissimulée, les dollars passant de mains en mains de douaniers, nous assistons bouche bée au partage des recettes de la journée. Patience et détermination sont alors demandées. 2 jours plus loin, à l'heure du campement, dans un vague terrain, Mimi, sa soupe en main, voit débarquer quelques voisins. Comprenant vite qu'on est dans le pétrin, les discussions ne servent à rien. Nous ne pourrons pas rester jusqu'au matin. Nous remballons sans entrain, aidés par nos nouveaux copains, chez qui nous dormirons jusqu'au lendemain. Siem Reap, la cité. Dans un hôtel peu fréquenté, nous restons toute une journée. Dans une chambre enfermée, le trajet de retour, il nous faudra trouver. Casablanca, Amsterdam, Rome, Prague, Saint-Tropez. Quelle sera notre destinée ? La suite, vous le saurez. Premier bain dans l'histoire du Cambodge. La rencontre avec les temples d'Angkor. Construits 10 siècles avant notre passage,
Le sourire des visages sculptés rappelle comme dans un écho celui des contemporains rencontrés. « 8 mars 2018. Une journée interminable. 2 litres et demi. Voici ce qu'il nous reste pour étancher notre soif. 25 km. C'est la distance avant le prochain village. 2 heures. C'est le temps escompté. Sous une chaleur à 40 degrés. Le terrain accidenté. Les roues ensablées. Les réserves d'eau épuisées. Les vélos déséquilibrés. Les chutes répétées. Le craquage assuré. Les corps éreintés. Les esprits égarés. 5 heures plus tard, la délivrance arrivera. 1 litre d'eau, chacun boira. Et un bon repas nous ravigotera. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais que nenni! Nous nous couchons épuisés, dans des rizières asséchées. À la nuit bien tombée, nous entendons le feu crépiter. Le vent se met à souffler, nous remballons dardard avant d'être grillés. Le son de la musique va nous guider, dans l'espoir de terminer notre nuitée, minuit ayant déjà sonné. Mais que nenni! Nous essuyons des refus appuyés et finirons sur un terrain abandonné, qui se révélera le jour levé une immense cour de récré. Sans compter un réveil instantané, au petit matin, par des voix de radio largement diffusées, en cette période où l'on fête les mariés. Quelle éprouvante journée. Chute de vélo. Médecine douce. Beignet coco. Récit d'une nuit humide dans la campagne cambodgienne. Au bord d'un mékong placide, un bivouac couleur terre de sienne. Sur la rive d'en face, feu d'artifice. Suivi d'éclairs fugaces, la nature offrant son office. 20 heures, le sommeil nous gagne. S'éteignent les lueurs, des hommes en songe vêtus de pagne. Minuit. S'abattent des pluies torrentielles, inondent nos bagages et notre petite demeure. Un pont nous sert de refuge partiel, le ruisseau devenant rivière avec ardeur. En pleine nuit, 2 cyclistes délavés se pressent vers un village endormi. Sous ce déluge imprévu dont cette course effrénée, sur quelques marches, trouve un abri. La récente histoire de ce pays traversé se rappelle à nous, par sa population moins âgée. La folie totalitaire de quelques hommes ont meurtri cette nation par leurs dogmes. Un poste frontière désert. Nous arrivons entre le fromage et le dessert. Un douanier à l'accueil a fermé ses paupières. Son voisin, par quelques airs, lui intime de secouer son derrière. Nous revoilà au Vietnam, super! Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây, nơi tim anh tình yêu bất tận.
phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh và anh sẽ là Oui, người c'était đàn bien ông de faire une petite pause sur la plage, enfin, avec un décor de rêve, cocotiers, sable blanc, mer transparente où dès qu'on se levait, on pouvait se jeter dans l'eau tellement elle était chaude. Donc de nouveau au Vietnam, on se confronte à la même difficulté qu'au démarrage quand on est venu la première fois, c'est-à-dire difficulté à camper. Là, on remonte le delta du Mekong. Donc c'est très urbanisé et beaucoup d'eau, forcément, on est dans le delta. On retrouve aussi la sympathie des gens et les accueils chaleureux. Toujours la même curiosité de l'autre et puis envie de partager, puis jusqu'à présenter toute la famille. Donc on est plutôt content, ça se passe bien, jusqu'au moment où moi j'ai beaucoup mal à l'épaule et en fait finalement je dois arrêter de pédaler parce que c'est trop douloureux. Donc on est on est à 150 km de Ho Chi Minh et on doit bientôt prendre l'avion. Donc on est obligé d'arrêter le vélo et de prendre le bus pour Ho Chi Minh. Donc on profite jusqu'à la dernière minute de ces instants en Asie parce que voilà, on sait que maintenant le retour en Europe arrive à grands pas et on est plutôt dans une déception de devoir quitter l'Asie. On n'a pas vraiment envie de rentrer. J'étais triste de quitter l'Asie. Ça change tellement de ce que moi je pouvais imaginer et de ce qu'on a l'habitude d'avoir en Europe. Oui, c'est plutôt de la tristesse qu'on ressent. Donc on essaye de profiter au maximum des derniers instants. On passe 5-6 jours à Ho Chi Minh. On en profite pour visiter, moi pour me reposer aussi, pour ne pas solliciter mon bras. Et on mange beaucoup. L'aventure en Asie est arrivée à son terme. Et une autre étape du voyage commence, la dernière, celle qui va nous ramener tranquillement à la maison. Le Portugal et l'Espagne sont des pays doux pour revenir. La population y est bercée par un climat et une proximité africaine qui ajoutent un petit quelque chose de différent. Un retour après un si long voyage se prépare autant qu'un départ. que és espaço, estrela em céu suspenso que me falta, silêncio quase tenso, quase laço que aos poucos me sossega e sobressalta. Direi de ti apenas que és loucura, maré onde a minha alma anda perdida no mar de solidão e de longura. Direi de ti apenas
que me alegra e que me agasta. Pendant le mois passé, nous n'avons pas beaucoup pédalé. Nous nous sommes souvent arrêtés, fait de petites journées, peut-être pour ralentir le temps et le retour en France. Quelques rencontres sympathiques au Portugal. Souvent des encouragements, mais la culture est bel et bien changée. Je ressens une mélancolie de l'Asie. Quand nous nous arrêtions, il y avait toujours quelqu'un pour venir nous voir et observer notre équipage. Depuis notre retour en Europe, le climat me semble bien froid. Faisceau lumineux. Voix inquiète. Invitation chez l'habitant. Just an old-fashioned kiss. It gets me hot even in winter. How can I resist? Oh, how you tease me. A simple kiss upon my cheek. It makes my knees a little weaker. Your lips are like a spring morning dew on a red rose. Kiss me quick, kiss me hard, make it slow, make it sound, cheek to cheek. Me in the park, smooch me up in the taxi, and those lingering hugs. You got me in paradise, and I'm feeling love, so much love, and you give me those. Never stop, but don't stop to kiss me quick, kiss me hard, make it slow, make it sound, cheek to cheek, palm to palm. Just as long as you keep me close. Just as long as you keep me close. Le voyage à vélo est un formidable moyen de découvrir les pays traversés, puisqu'il donne le temps. Les gens sont souvent très étonnés de voir notre équipage pas commun, et ceci amène à la discussion. Ce voyage a été pensé depuis très longtemps, et se dire qu'il se termine n'est pas facile, car la graine a bien poussé en moi. Le voyage nous donne le temps des rencontres. En premier lieu, avec soi, puis avec l'autre, que ce soit pour un bonjour, lors d'une soirée ou voire plusieurs jours. Le voyage est un révélateur. Il m'a montré que la vie peut être très simple. Et de cette simplicité retrouvée,
naissent d'autres envies et d'autres horizons. Je ne peux qu'encourager ce mode de voyage, et à la première occasion, nous repartirons pour d'autres horizons, avec nos fidèles montures. De la vie de berger à celle d'une paysanne boulangère, De la montagne à la rivière. de l'élevage à la culture. De l'autonomie à la transmission. Du chant polyphonique à la musique africaine. Du nomadisme à la sédentarité. Des paroles et des rires. Halte déjeuner, pique-nique partagé, délicieuse spécialité. Ce voyage a été depuis longtemps pensé, imaginé, rêvé. Mais en fait, c'est lui qui m'a guidée à la découverte des lieux et des personnes. En regardant en arrière ces 12 mois de parcours, les rencontres se sont révélées à nous, lorsque nous étions tous les deux prêts à les recevoir. Je n'ai pas un lieu ou une rencontre quand je pense à tout ce chemin parcouru, mais une multitude d'instants vécus dans la nature ou avec les êtres humains. J'ai été particulièrement touchée par des relations humaines en Asie qui m'ont semblé faciles à nouer par des sourires, des rires ou des gestes, alors que la langue n'était pas commune. Une année pour prendre le temps de vivre, de contempler, de donner et de recevoir. Cela m'a fait un énorme bien et il m'apparaît comme évident que ce n'est que le premier voyage.